Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. J'espère que le soir est bon. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous suivre via Zoom, TikTok, Facebook, YouTube et aussi Telegram. Présentement, nous diffusons sur toutes ces plateformes. Merci de nous rejoindre. Nous allons commencer. Désolé pour le retard. On a pris un peu de retard dû à des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Donc, bienvenue à ce jeudi qualité live que nous avons l'habitude d'offrir donc à notre communauté. Jeudi, le 23 octobre 2025, nous allons voir aujourd'hui un sujet très intéressant au niveau de la fabrication des produits pharmaceutiques. Donc, c'est là où nous sommes concentrés. Donc, pour offrir une large éventail, donc une large gamme donc de connaissances à la communauté, surtout africaine, afin de pouvoir sortir sur la dépendance, de la dépendance des produits pharmaceutiques que nous connaissons. N'oubliez pas que plus de 98% des produits pharmaceutiques consommés sur le territoire africain sont des importations. Alors, notre objectif, c'est de diminuer ce nombre et de permettre donc à la communauté africaine de pouvoir produire ses propres médicaments sur le terrain. Donc, c'est notre objectif, c'est notre vision également. C'est pour ça que nous sommes mis à offrir ce live de jeudi qualité afin de sensibiliser les uns et les autres. Est-ce que ça va aboutir? On n'en sait rien, mais ce qui est qu'il faut impulser, il faut insuffler cette énergie-là donc à la communauté, aux jeunes, pour que les jeunes puissent embrasser le métier donc de la production pharmaceutique. C'est très important. Cela étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir aujourd'hui tout ce qui concerne les eaux pharmaceutiques. Donc, quand on parle de système d'eau au niveau pharmaceutique, qu'est-ce qu'on entend par là? Okay? Donc, cette présentation va nous permettre d'explorer toute la gestion des systèmes d'eau pharmaceutiques dans la zone, dans n'importe quelle zone, mais principalement en Afrique, où les ressources hydriques sont limitées. Nous allons aborder les bonnes pratiques de fabrication, la qualité de l'eau, les traitements disponibles et les réglementations applicables afin d'assurer une production pharmaceutique conforme et sûre. Avant d'aller plus loin, comme vous êtes habitués, nous allons donner notre avertissement qui est que le live du jeudi qualité est une activité de formation de Mivado Global Performance, qui est une entreprise de consultation, de consulting en anglais, si vous permettez, donc gestion, réingénierie, etc. Et que cette formation est autorisée par Mivado Global Performance et sous la responsabilité de Mivado Global Performance, dont Kossi Mollet, moi-même, suis je vais dire le formateur agréé. Donc, toute reproduction, vente, etc. Est interdite. Toute reproduction pour la vente est interdite. Donc, c'est seulement à des fins didactiques et de formation simplement. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez télécharger les vidéos, etc., de prendre ça en note. OK? Merci. Donc, je disais que Mivado Global Performance est une entreprise de consulting donc en pharmaceutique. Donc, nous intervenons au niveau de la réingénierie, proposant des solutions et des services liés à la qualité, à la conformité, que ce soit des usines, des industries ou des produits. Nous intervenons aussi au niveau de la validation et de la revue périodique. Nous pouvons optimiser vos procédés existants pour les amener à un niveau plus supérieur, pour être plus compétitifs. Nous pouvons adapter votre usine donc à la nouvelle technologie, tout ce qui concerne la transformation numérique ou l'IA. Tout ça vient aujourd'hui se greffer sur le système pharmaceutique qu'on connaît par le passé. Donc, c'est un monde qui est en pleine évolution et nous sommes appelés à suivre et à peut-être mettre en avant toutes nos capacités, toutes nos ressources là-dedans. Et l'Afrique ne doit pas rester du reste.
Donc, vous êtes amené à collaborer, à faire avancer la nouvelle technologie, à faire avancer la science sur le continent, afin que nous puissions sortir donc de cette dépendance de l'extérieur. Donc, je vais vous laisser avec une courte vidéo qui présente Mivado Global Performance et puis après, on reprend. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc, voilà, Mivado Global Performance. Qui dit performance et innovation pense déjà à Mivado Global Performance. Donc, la suite, ça va être quelques annonces pour nous préparer à introduire notre sujet du jour. Je voulais vous rappeler que les 29, 30 et 31 octobre donc de ce mois, ça arrive vite, 2025, aura lieu à Lomé au Togo notre atelier de formation sur les techniques de production pharmaceutique. Et le thème pour cette année, c'est transfert de technologie. Donc, vous voyez que nous sommes déjà à la 3e édition de notre événement. Donc, ça va vite. Et c'est une formation ou un atelier qui sera hybride. Qui dit hybride dit en présentiel et sur Zoom, live. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y a encore de la place pour les retardataires. Nous serons ravis de vous accueillir pour élaborer un peu sur le système donc de gestion de la qualité donc sur notre continent. Donc c'est très important. Ok. Donc ça c'est fait. Technique de production pharmaceutique, transfert de technologie. Donc c'est les 29, 30 et 31 octobre donc de ce mois à Lomé au Togo. Donc, c'est sur 3 jours. Voilà. Si vous avez besoin des questions, vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur mivado.com ou alors nous joindre via le téléphone qui est affiché. Voilà. Donc, au-delà de ça, nous avons aussi sur notre plateforme, je veux dire sur notre site web, des modules, des éléments de formation, des formations en ligne que vous pouvez suivre par vous-même. Et vous vous inscrivez et puis vous suivez le cours, vous choisissez votre formation, vous suivez en ligne dans vos salons, etc. Et à la fin de chaque module, il y a un cours questionnaire, des quiz pour tester les connaissances. Et à la fin de tout ça, vous avez un certificat que vous pouvez télécharger pour vos curriculum vitae, pour servir ce que de droit. Donc, ça fait toujours bien sûr un CV lorsqu'on a la formation dans les pharmaceutiques, que ce soit les bonnes pratiques de fabrication ou toute autre formation liée à notre sujet, c'est-à-dire liée aux pharmaceutiques. N'oubliez pas que les écoles, etc., ne sont pas très adaptées pour nous, pour le moment, pour les pharmaceutiques. Donc, ça va venir, mais fait de prendre des cours, des formations d'à côté, etc., peut renforcer notre capacité à avoir des postes au niveau des pharmaceutiques ou des industries pharmaceutiques. Donc, c'est une option. L'autre élément que je voulais vous faire partager aujourd'hui, c'est la formation sur les excipients. Beaucoup utilisent ou consomment les produits pharmaceutiques, mais ne savent pas comment c'est fabriqué exactement. Est-ce qu'on est obligé? C'est comme une auto. On conduit, mais on ne sait pas comment c'est fabriqué. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais lorsqu'on veut en faire la fabrication, la production ou son métier,
il est important de s'assurer que on comprenne les tenants et les aboutissants donc de tout le circuit lié aux pharmaceutiques, à la production pharmaceutique. C'est pour cela que nous avons ici une formation sur les excipients. Les excipients, c'est toutes les molécules chimiques qui font partie donc du médicament et qui ne sont pas des molécules pharmaceutiques actives. OK? Donc, vous comprenez bien qu'il y a deux entités au niveau du médicament. Il y a ce qu'on appelle les principes actifs, c'est-à-dire l'ingrédient pharmaceutique actif qui va peut-être nous guérir de notre maladie. Et puis, il y a tous les autres éléments qui viennent transporter cet ingrédient actif-là. Donc, qui viennent aider l'ingrédient actif à être absorbé dans notre corps. Donc, tous ces autres éléments chimiques ou composés chimiques sont des excipients. Donc, et ces excipients ont un grand rôle à jouer dans la fabrication des produits pharmaceutiques. Donc, nous avons une formation là-dessus pour décortiquer tout ça, pour voir les aboutissants de ces excipients, qui les produit, etc. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas tout le monde qui va fabriquer des produits pharmaceutiques. Il y en a qui peuvent juste fabriquer des ingrédients pharmaceutiques actifs. Il y en a d'autres qui vont fabriquer des excipients et il y en a d'autres qui vont mélanger les deux pour en faire des médicaments. Donc, il y a beaucoup de métiers dans ce que nous appelons pharmaceutique. Donc, je ne parle pas de la pharmacie, mais je parle des pharmaceutiques. Donc, tout ce qui concerne la transformation pharmaceutique. Okay? C'est différent de la pharmacie. Il faut bien comprendre ça. Souvent, en Afrique francophone, les gens font l'amalgame entre la pharmacie et les pharmaceutiques. C'est deux choses différentes. Okay? Ils ont un point commun, mais le pharmacien, il est au bout de la chaîne, c'est pour la vente de ces médicaments qui ont été fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Vous voyez la chose. Voilà. Donc, il est important de clarifier les points. Voilà. Donc, ceci nous amène au sujet du jour, c'est-à-dire la gestion des eaux pharmaceutiques dans un environnement pas très facile, c'est-à-dire en Afrique. Sur ce plan, nous allons voir que il est important de définir les sources d'eau et les défis d'approvisionnement en eau au niveau du continent. Donc, c'est une ressource peut-être limitée dans certains environnements et peut-être abondante dans d'autres. Ensuite, nous allons parler des différents types d'eau qu'on va utiliser donc dans une industrie pharmaceutique et leurs spécifications. Okay? Après, on va parler donc des traitements et les technologies de purification qui existent. Je sais que vous en connaissez déjà, mais bon, on va revenir là-dessus parce qu'il faut l'appliquer maintenant à l'industrie pharmaceutique et tout le contrôle qu'il y a autour de ça, c'est pas évident. Donc, après, on va voir quelles sont les utilisations qu'on en fait réellement au niveau des procédés, au niveau de la gestion des risques, au niveau des contaminations, etc., etc. Donc, ce sont des éléments que nous, on regarde sur le plan pharmaceutique. Et puis, évidemment, le monde pharmaceutique est régi par beaucoup de, je dirais, beaucoup de réglementations. Donc, on va voir c'est quoi les réglementations qui sont applicables donc à la gestion ou à l'utilisation de l'eau en industrie pharmaceutique. Donc, voici grosso modo ce que nous allons couvrir de façon sommaire ce matin par rapport à l'eau utilisée donc dans les industries pharmaceutiques. Alors, le premier volet, ça va être les sources d'eau et défis d'approvisionnement en zone à ressources limitées. Disons que dans certains pays, l'eau est abondante. Okay? Jusqu'à quel point, ça c'est un débat que je ne vais pas tenir ici, mais dans d'autres contrées, comme dans les zones sahéliennes où il y a le désert, l'eau, c'est une ressource très rare. Donc, il est important de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau dans ces localités pour pouvoir fabriquer donc des médicaments. Donc, cette session va identifier et caractériser les différentes sources d'eau potentielles dans les régions à ressources limitées. Vous voyez,
Donc, on va examiner les contraintes liées à la disponibilité et à la variabilité de l'eau. Puis, on va présenter peut-être des solutions pour optimiser l'approvisionnement adapté au secteur pharmaceutique. D'emblée, quand on parle de l'eau, il faut d'abord aller chercher là où elle est. Donc, la source d'eau. C'est quoi les sources d'eau dont nous disposons? Okay? Les sources d'eau peuvent être variées. Donc, selon l'endroit où on se trouve, on peut avoir plusieurs sources d'eau. Soit ça peut être souterrain, ça peut être les eaux de surface, ça peut être, nommez-les, des eaux recueillies au niveau de, parce qu'il pleut, ça peut être tout ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait une source d'eau. Si on fait un puits, donc c'est l'eau souterraine, ou un forage, ça va être de l'eau souterraine. Si on recueille l'eau d'une rivière, donc c'est l'eau de surface, etc., etc. Donc, ce sont les principales sources d'eau potentielles à identifier, à étudier. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une source d'eau que d'office, l'eau, elle est bonne ou elle est potable. Donc, il va falloir aller évaluer la qualité de cette eau-là et voir c'est quoi sa composition. Est-ce qu'il y a moyen de la travailler encore plus pour que ça soit de l'eau pharmaceutique ou pas? Donc, tout ça, ça prend des analyses et pour identifier, les caractéristiques de l'eau de surface, deux, pour pouvoir l'amener vers une eau acceptée par l'industrie pharmaceutique. Donc, on doit estimer la disponibilité en volume des ressources en eau garantie et garantir un approvisionnement suffisant et durable. Parce que lorsqu'on fait la production pharmaceutique, on a besoin de l'eau. Et cette eau, c'est tous les jours. C'est pas une fois tous les 10 ans ou tous les 6 mois où on a besoin d'eau. Non, non, non. Il faut que l'eau soit disponible en tout temps parce qu'on doit faire la production pharmaceutique. Donc, il faut avoir ça en tête. 1, la source d'eau. 2, la qualité de cette source. 3, la quantité d'eau disponible. Donc, tout ça doit rentrer en jeu. C'est comme une matière première. Hein. L'eau, en industrie pharmaceutique, est considérée comme une matière première aussi. Si ça rentre dans la fabrication du produit, donc ça va être considéré comme une source de matière première. Donc, on doit être très, très, très attentif à cela. Le deuxième élément, c'est que des fois, on a des contraintes liées à la disponibilité, à la variabilité de l'eau. Donc, qui dit contrainte dit disponibilité limitée dans certaines contrées. Donc, l'eau peut être insuffisante parce qu'il n'y en a pas. C'est le désert ou quoi que ce soit, le Sahel, etc. Donc, pour répondre aux besoins constants des procédés pharmaceutiques, déjà, on n'en a pas assez pour la population. Et imaginez si l'industrie pharmaceutique doit encore stocker pour son approvisionnement. Donc, c'est un défi pour les zones en difficulté arides ou dans le Sahel où il n'y a pas la disponibilité d'eau. Ensuite, ailleurs, il y a ceux qui sont je vais dire ceux qui dépendent donc des saisons, donc ceux qui vivent au pan donc de la variabilité saisonnière, eux, ils vont attendre peut-être 2-3 mois avant d'avoir de la pluie. Donc, cela veut dire que l'eau est disponible de façon saisonnière. Ça aussi, ça ne fait pas l'affaire donc d'une bonne opération pharmaceutique, parce qu'on ne peut pas attendre 6 mois avant de produire. Donc, on doit quand même rentabiliser notre industrie. Donc, il est important que toutes les ressources soient disponibles au moment voulu. Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas installer une industrie pharmaceutique n'importe où. Vous comprenez bien. Donc, il faut que les ressources soient disponibles. Donc, tout ça a un impact, évidemment, sur les procédés pharmaceutiques parce que l'instabilité de l'approvisionnement en eau, l'instabilité des ressources ou des matières premières joue un rôle important sur la viabilité ou l'opérabilité de votre industrie pharmaceutique. Ça va de soi. Donc, il faut que tous les éléments, je veux dire, les intrants importants soient rassemblés. Donc, s'il n'y a pas d'eau et que si la ressource première n'est pas disponible, je ne crois pas que les investisseurs vont mettre des sous pour garantir une usine pharmaceutique dans telle ou telle région. Donc,
il est important de s'assurer au départ que l'eau, oui, c'est indispensable pour la vie, mais aussi c'est indispensable pour l'industrie pharmaceutique. De l'autre côté, on peut envisager des solutions pour optimiser, n'est-ce pas, l'approvisionnement de l'eau. C'est faisable. Cela veut dire qu'il faut mettre en place une bonne gestion intégrée donc des ressources. Donc, ce qui va permettre de coordonner efficacement les ressources pour améliorer l'approvisionnement pharmaceutique. Là, ça va prendre des moyens que les gens disposent sur le terrain pour pouvoir faire amener l'eau jusqu'à la production pharmaceutique. Des fois, on peut mettre des systèmes de stockage en place. Donc, on va stocker de l'eau ou des futures utilisations. Là encore, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on va le voir que l'eau utilisée en pharmaceutique est d'une qualité déterminée, approuvée au départ. Donc, faire stocker de l'eau, c'est pas une bonne chose si l'eau stockée n'est pas entretenue, vérifiée, assurer sa qualité, assurer la croissance microbiologique, etc., etc. Donc, on craint pour la contamination bactériologique ou microbiologique, mais il y a moyen de pallier à cela. On le verra bientôt. Ensuite, il y a tout le système de récupération et de recyclage de l'eau. Donc, on n'est pas obligé de jeter l'eau, soi-disant souillée, polluée dans la nature. On peut recycler, on peut récupérer cette eau, le purifier de nouveau ou l'améliorer de nouveau ou le recycler, c'est le terme technique, et de le remettre dans le circuit. Vous voyez, donc le fait de recycler l'eau permet d'avoir une certaine économie, n'est-ce pas, sur l'eau et d'éviter le gaspillage. Il y a d'autres technologies de traitement innovants qui existent, donc ça rentre aussi dans l'amélioration donc des traitements avec efficacité globale de l'approvisionnement. Oui, on peut le faire, mais tout ça, on croit que c'est de la récupération et du recyclage de l'eau qu'on veut bien mettre en avant. C'est sûr que d'autres solutions existent, mais pour le moment, c'est les plus importantes que j'essaie de vous livrer aujourd'hui. Ce qui nous permet de voir c'est quoi les types d'eau qui sont utilisés en industrie pharmaceutique. Parce que là, on voit toute la démarche. On sait qu'il y a des eaux, ça prend des sources d'eau. On a des eaux souterraines, on a des eaux de surface, on a des eaux de récupération, etc., comme source. On sait qu'on doit s'assurer de leur quantité, de leur qualité et de leur approvisionnement. C'est beau. Maintenant, au niveau pharmaceutique, qu'est-ce qu'on a besoin? OK? Étant donné que le monde pharmaceutique est un monde très régulé, réglementé, et on a des lois et des règlements un peu partout, des lignes directrices qui nous permettent d'agir, il est important de prendre en compte que les critères de qualité qu'est-ce que je veux dire par là, et les défis liés à la sélection du type d'eau en fonction donc des contraintes hydriques locales, évidemment. Donc, on va jouer sur la qualité de cette eau-là. On va aller analyser l'eau afin de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement sur l'eau afin de la rendre pharmaceutique. Ouais, je prends le terme pharmaceutique parce que l'eau des pharmaceutiques a une certaine caractéristique. OK? Donc, théoriquement, ce qu'on a, c'est que on va distinguer grosso modo 3 types d'eau, OK, dans une industrie pharmaceutique. Bon, il y en a plus, hein, mais pour la production, je vais dire, pour la production, il y a grosso modo 3 types d'eau. Il y a l'eau potable qu'on a dans le robinet qui coule, qu'on boit, etc. On peut laver les mains avec. On peut laver aussi le début du lavage des équipements va se faire avec l'eau potable. Ensuite, il y a l'eau purifiée qui va servir à faire la fabrication pharmaceutique. Donc, tout ce qui est produit non stérile. Donc, l'eau purifiée va servir à faire la production non stérile.
Et maintenant, il y a l'eau pour injection. Donc, EPI, c'est pas EPI, équipement de protection individuelle. Non, non, non. EPI ici, c'est eau pour préparation d'injection. OK, préparation injectable. Donc, cette eau-là est hautement qualifiée et hautement traitée et qui permet de fabriquer quoi? Des sérums, etc. Donc, c'est pour fabriquer les produits stériles qu'on injecte directement dans le sang ou dans l'intramusculaire ou dans l'intraveineux. Donc, ce sont les trois grands groupes d'eau que nous allons avoir au niveau donc, de l'industrie pharmaceutique. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rendre les malades encore plus malades en leur injectant de l'eau contaminée, justement, en leur injectant du sérum contaminé. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que les sérums glucosés, salins, etc., qu'on nous administre à l'hôpital, ben, c'est de l'eau pour injection. Donc, c'est de l'eau hyper traitée, okay, qui rencontre certaines caractéristiques bien définies qui sont décrites dans les pharmacopées. Donc, les pharmacopées, c'est la Bible donc, des matériels qui sont destinés à la aux pharmaceutiques. Donc, vous pouvez googler ça, vous allez voir. Donc, ce sont de l'eau traitée qu'on nous injecte. Donc, on ne peut pas injecter n'importe quelle eau. Une eau qui a l'apparence de l'eau injectable, c'est l'eau qui est contenue dans la noix de coco. C'est aussi pur que c'est vrai qu'il y a plein de minéraux dedans, il y a du sucre, etc. Donc, mais il n'y a pas de bactéries. Okay? Si la noix de coco n'est pas pourrie, donc cette eau-là aussi s'apparente donc à un sérum glucosé. C'est tout. Sinon, à part ça, sur cette terre, si l'eau n'est pas traitée, vous ne pouvez pas l'injecter dans le sang ou dans l'organisme. Vous risquez de mourir. Donc, ce sont les trois grands groupes. Et il est important de les connaître, de les savoir à des fins, afin de permettre une industrie pharmaceutique qui a de l'allure ou des produits de qualité. Donc, ce sont les éléments dont nous disposons pour préparer nos médicaments qui sont de qualité, qui sont sûrs. Ensuite, il y a ce que nous appelons les critères de qualité pour cette eau-là. Donc, comment est-ce que cette eau-là va être qualifiée? Pourquoi on parle donc de la pharmacopée ou des exigences de qualité liées donc à chaque type d'eau? Parce que l'eau du robinet, c'est une eau qui est potable, certes, donc qui présente moins de bactéries. C'est pas que les bactéries ne sont pas là-dedans. Les bactéries existent, mais ils sont en quantité très, disons, tolérable pour l'humain. C'est-à-dire, ce sont des quantités qui ne peuvent pas rendre l'humain malade. OK? Donc, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle certains éléments comme la conductivité de cette eau, la dureté de l'eau, les endotoxines. Okay, les endotoxines, ce sont les toxines qui sont libérées par les bactéries dans l'eau. Il y a les micro-organismes eux-mêmes, okay, qui sont dans l'eau. Ça peut être des levures moisissures, ça peut être des bactéries, etc. Ça peut être des champignons aussi, etc. Et puis, il y a tous les contaminants chimiques qui sont là-dedans. Parce que l'eau dans la nature, c'est le solvant le plus abondant, mais c'est un mauvais solvant en plus. OK? Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui seront dissous dans l'eau. On le sait, le sel dissous dans l'eau, le sucre dissous dans l'eau. Il y a d'autres éléments chimiques qui se dissolvent dans l'eau. Donc, on le sait, l'eau peut contenir beaucoup de contaminants, les sels minéraux, je veux dire, il y a des sels, mais il y a aussi tous les métaux lourds, etc., etc. Donc, tout ça, on ne veut pas les injecter à un humain sans vérification. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce que nous appelons des analyses pour aller déterminer c'est quoi le taux de chaque élément. Et après, on va procéder donc à un traitement d'eau. Donc, le traitement va consister à rendre l'eau pure. OK? Donc, on a vu ça dans un cours de chimie, que ce soit au collège ou au lycée.
que on a vu l'eau distillée, on a vu quoi d'autre. Donc tout ça, c'est une façon de rendre l'eau pure. Donc c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on veut se lancer dans une fabrication pharmaceutique. L'élément important, c'est de savoir aussi c'est quoi l'impact des ressources hydriques, ok, sur le choix des types d'eau. Eh bien, moi, je dirais que l'impact, l'impact est grand parce que, si vous n'avez pas, si vous avez un problème de disponibilité limitée d'eau, cela veut dire que les ressources en eau limitées restreignent l'accès à certains types d'eau. Effectivement, parce que vous ne pouvez pas avoir facilement l'eau, puisque elle n'est même pas disponible. Okay. Il y a ensuite l'adaptation de toute la technique requise pour travailler sur l'eau. Là aussi, dans certaines régions, ce sont des défis. Et après, il faut avoir un choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait au détriment de qui, de quoi, si on veut choisir tel type à côté de l'autre. Donc, ce qui est sûr, c'est que au niveau pharmaceutique, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes de la qualité, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes qualifié pour vendre votre produit, soit vous ne l'êtes pas. Donc, la limitation des ressources influence considérablement la faisabilité, d'obtenir certains types d'eau, imposant des compromis ou adaptations techniques pour garantir la qualité sans compromettre la production et la qualité des produits qui seront issus de cette production. Donc, veut pas, si on n'a pas cette qualité d'eau pour faire notre production, il se peut que notre produit ne sera pas autorisé à être vendu parce que ça va être un produit qui n'est pas de qualité tout simplement. Donc, il est important de s'assurer que l'eau utilisée donc dans les préparations non stériles et stériles rencontre les exigences donc des autorités, que ce soit le BPF ou alors la réglementation ou alors la pharmacopée. Donc, ce sont des éléments essentiels à mettre dans son plan de réflexion, de développement, de stratégie ou de projet. C'est important, ça. Mon second volet va statuer sur le traitement et les technologies pour la purification et la production d'eau pharmaceutique. On a vu que l'eau, ça peut être disponible, ça peut être limité. C'est une ressource importante pour les pharmaceutiques, surtout lorsqu'on rentre dans la fabrication des produits. Mais comment faire pour avoir l'eau de qualité dont nous avons besoin en milieu pharmaceutique? C'est ce que nous allons répondre à cette section en parlant donc des principales technologies de purification, leur adaptation aux contextes locaux, ainsi que la maintenance et l'optimisation des systèmes pour assurer une qualité constante de l'eau. Alors, toutes les technologies sont les bienvenues, surtout si elles sont approuvées par les instances de réglementation ou par une loi ou par les ministères de santé des pays ou alors par l'OMS qui nous guide à chaque fois au niveau de la réglementation pharmaceutique. Donc, il y a la technologie de filtration des particules. Donc, on utilise une succession de filtres pour pouvoir filtrer l'eau. On peut dire que c'est une première étape. On peut avoir une distillation donc, pour purifier l'eau. On peut faire l'osmose inverse. On peut avoir des échanges d'ions. On peut faire des radiations ionisantes, UV, comme on l'appelle. On peut, traiter l'eau par UV. Donc, c'est une façon d'aller aussi neutraliser certains types de bactéries. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont là à notre disposition, qui sont éprouvées, qui sont garanties et éprouvées et approuvées donc par certains types d'organisations professionnelles en santé et aussi par des instances de régulation. Et même par la pharmacopée ou par exemple l'USP. Donc, ces types de technologies sont habituellement connues et utilisées partout dans le monde. Donc, c'est un atout d'avoir ces technologies en place. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est d'aller puiser là-dedans. Mais avant d'utiliser telle ou telle
technologie, il est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on a comme eau au départ, savoir les caractéristiques de notre eau de départ. Par exemple, si on a une eau qui est remplie donc, de phosphate, de chlore, je dirais, quoi d'autre, des métaux lourds, OK, on peut faire une radiation UV, ça ne changera pas la composition de l'eau, vous voyez. Donc, le type d'eau va déterminer la technologie de purification à utiliser ou les technologies de purification à utiliser. C'est important ça. Donc, il faut avoir ça en tête. Ensuite, on doit adapter des procédés de traitement aux conditions locales de disponibilité et de qualité d'eau. Okay. Donc, par exemple, si la qualité de l'eau initiale n'est pas bonne, il est important de dire, OK, on va utiliser tel élément. Donc, il est crucial d'évaluer la qualité de la source d'eau avant de choisir le procédé de traitement. C'est important. Aussi, pensez que la disponibilité énergétique locale est un élément important parce que tout ce qu'on dit là demande de l'énergie. Et si l'infrastructure énergétique n'est pas en place, il sera difficile de traiter votre eau. On ne peut pas juste dire on va faire une filtration sur du charbon, etc. Et puis l'eau, ça va être bon pour les pharmaceutiques. Ça ne se peut pas. Okay, parce qu'il y a d'autres éléments, on l'a vu tantôt, la conductivité, les endotoxines, etc., les métaux lourds, etc., qui sont là-dedans et qu'on ne peut pas éliminer juste par filtration. Okay? Donc, c'est important d'utiliser des moyens plus sophistiqués, l'osmose inverse, la distillation, etc., qui demandent de l'énergie pour pouvoir faire ce genre de traitement. Donc, si en plus d'être dans une zone difficile au niveau d'eau ou d'approvisionnement d'eau, on a encore des problèmes d'infrastructure d'énergie. Alors là, on oublie le système pharmaceutique. On ne peut pas y arriver. Donc, il faut qu'il y ait ces ressources locales disponibles. Je vais dire ces infrastructures locales disponibles afin de pouvoir l'adapter donc à notre production pharmaceutique. C'est important. Un autre élément, c'est la performance et la durabilité. Donc, les installations doivent assurer, n'est-ce pas, une performance optimale tout en restant durable dans les zones de ressources limitées. Donc, je sais que souvent, les installations, il faut les entretenir, évidemment. Il faut les pérenniser. Okay? Donc, tout ça, ça requiert de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est un système qui a besoin d'être maintenu, l'entretien, etc., pour garantir son fonctionnement et aussi garantir le rendu. Donc, tous ces éléments sont importants au niveau donc, des pharmaceutiques afin de maintenir le niveau de qualité à son niveau optimal. Donc, il parle de pérenniser ou de la durabilité des installations, évidemment, va parler de ce que nous appelons la maintenance et le contrôle. Donc, pour pouvoir optimiser les systèmes. Donc, la maintenance régulière est essentielle. On doit contrôler de façon rigoureuse tous les circuits de fabrication ou de traitement de cette eau. On doit optimiser ou améliorer de façon continue donc, le traitement afin de garantir une efficacité et de prolonger la durée de vie donc, des équipements de purification. Parce que la production pharmaceutique n'attend pas. Donc, puisqu'elle est continue, il faut que tout ce qui entoure cette production pharmaceutique aussi soit continue, que ce soit les équipements de production, la maintenance des équipements de production, que ce soit la production de l'eau purifiée qui doit être tous les jours et recyclée, c'est-à-dire qui doit tourner en boucle dans le circuit afin de ne pas former des biofilms dans les tuyaux, parce que les biofilms dans les tuyaux constituent un danger pour le système informatisé, pour le système d'eau purifiée lui-même, parce que si le circuit est contaminé, tout votre système de purification sera contaminé. C'est ça, ça veut dire. Donc, on fait très attention à cela. D'où une maintenance rigoureuse. OK? Donc, c'est un élément important qu'on doit surveiller. Non seulement on doit avoir le système, l'installation en place,
mais on doit être capable de maintenir et d'assurer sa maintenance, je veux dire. Donc, voilà. Ce qui nous amène au troisième volet, qui est l'utilisation de l'eau dans les procédés pharmaceutiques et gestion des risques de contamination. Donc, on a vu la disponibilité et la source d'eau. On a vu quel type de qualité on doit utiliser. On a vu comment traiter cette eau pour rendre l'eau qualifiable et utilisable par l'industrie pharmaceutique. Maintenant, on va voir son utilisation, dont on a parlé brièvement au départ. Donc, les applications spécifiques donc, de chaque type d'eau, les risques associés à la contamination et les mesures préventives pour garantir la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques vont faire l'objet de ce volet d'utilisation de l'eau dans les procédés pharmaceutiques. C'est important parce que on ne va pas dépenser beaucoup d'énergie juste pour ça, donc pour le fun, comme on dit. Donc, c'est pour pouvoir utiliser cette eau-là, soit dans la fabrication, soit pour faire le nettoyage. OK? Donc, qui dit application dit utilisation de l'eau dans les processus industriels. Donc, c'est important. Donc, l'eau, on a vu 3 types d'eau. Grosso modo, l'eau potable. Donc, on sait que c'est pour le lavage des mains, principalement au niveau donc, de l'hygiène, que ce soit l'hygiène du personnel ou alors le nettoyage des équipements, certains équipements, parce que on peut commencer le nettoyage par l'eau potable, mais finir avec l'eau purifiée, parce que l'eau purifiée, comme ça coûte cher à la production, donc il faut savoir aussi économiser. Donc, pas économiser au détriment donc, de la qualité du produit. Mais on peut commencer notre lavage ou nettoyage d'équipements avec l'eau potable et terminer le rinçage et puis les autres étapes par l'eau purifiée. C'est une stratégie. OK? Donc, l'eau potable va être couramment utilisée pour laver les mains, pour laver certains équipements au départ, et puis voilà, donc les sanitaires, etc., etc. Ensuite, il y a l'eau purifiée. L'eau purifiée coûte cher plus que l'eau potable. Donc, l'entretien de l'eau purifiée aussi a un coût. Donc, l'eau purifiée va être utilisée dans la production maintenant, okay, des médicaments non stériles, injectables des fois, mais garantit la qualité des produits. Donc, c'est pas parce que l'eau est utilisée dans les produits injectables que c'est injecté directement dans le corps humain. Non, 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 non. Parce que cette eau-là, pour fabriquer des médicaments non injectables, par exemple les comprimés, les sirops, etc., etc. Donc, ce sont des produits qu'on va avaler. Ce sont des produits qui sont administrés par voie orale. Donc, et qu'on sait que la proportion donc des bactéries ou des endotoxines ne va pas nuire à l'organisme humain. Donc, on sait que c'est une eau déjà de qualité, donc qui permet ce genre de fabrication. L'autre élément qui va être plus déterminant, c'est l'eau pour injection. Donc, l'eau destinée pour la préparation injectable. Cette eau est encore plus, je dirais, les critères d'acceptation de cette eau est plus élevé encore que l'eau purifiée. Vous voyez? Donc, là, on va aller questionner. Déjà, au niveau de l'eau purifiée, on va questionner le carbone total organique, on va questionner l'endotoxine, les micro-organismes, la conductivité, etc., nommez-les, et puis quelques métaux lourds, et puis des composés chimiques qui sont là. Mais encore qu'au niveau de l'eau purifiée, de l'eau pour injection, c'est de l'eau purifiée plus. OK? Donc, ça, on va encore réduire davantage les critères d'acceptation pour être plus strict, parce qu'on sait que c'est de l'eau qui va aller directement dans le sang. Alors, qui dit de l'eau pour injection, dit une eau de très haute qualité, de très haute qualité. Donc, on scrute l'eau à la loupe. C'est devenu une denrée rare, qui est hautement qualifiée, qui vaut de l'or. OK? Donc, on ne s'amuse pas avec ça.
Donc, cette eau, il faut en prendre soin. Donc, et c'est considéré comme une matière première. Okay? Mais dans ce cas-ci, l'eau pour injection. Alors, notre crainte au niveau de la fabrication des médicaments, c'est plutôt la contamination, pas n'importe quoi, pas des contaminants. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'analyse de risque. Ça, tout le monde le sait maintenant. On a vu ça dans nos lives précédents. On a parlé longuement donc de ce que nous appelons gestion de risque, etc., la qualité par la conception, etc., etc. Donc, les risques de contamination et des mesures préventives sont nécessaires d'être considérés dans ce cas-ci lorsqu'on fait affaire avec ce type d'eau, surtout l'eau pour préparation injectable. Donc, la contamination, ça peut être, on l'a dit hein, au départ déjà, microbiologique, chimique, particulière, affectant la sécurité et la qualité de l'eau. Ensuite, il y a tout ce qu'on a comme mesure de traitement ou les techniques de traitement. Ça peut être la stérilisation, c'est-à-dire l'UV est un moyen de stérilisation de l'eau, donc ça permet de dénaturer les micro-organismes, mais on va adopter d'autres technologies de filtration, de distillation, nommez-les pour aller éliminer certains éléments, certains contaminants donc de cette eau-là. Ensuite, il y a le maintien de la qualité des réseaux. Donc l'eau, ça fait partie d'un réseau, ok. Donc, on le distribue à travers quoi? À travers des tuyaux qu'on met partout dans l'usine. Donc, ça constitue un réseau. Donc, et cette tuyauterie-là, il va falloir l'entretenir. Donc, régulièrement, il va y avoir de la maintenance qui va aller nettoyer tout le réseau d'eau qu'on a dans notre usine pour ne pas laisser former quoi? Des biofilms. Des biofilms, ce sont des couches de bactéries qui s'accumulent dans un coin ou dans les coins morts, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que dans les industries, il n'y a pas de coin mort au niveau du réseau hein, d'eau. Donc, tout est arrondi pour pouvoir laisser circuler librement l'eau. Parce qu'on ne veut pas avoir des biofilms dans les tuyauteries qui vont contaminer tout le système d'eau par après. Donc, et aussi, il faut assurer une certaine formation du personnel. Donc, le personnel doit être formé et adéquat pour pouvoir répondre donc, aux problématiques liées au système d'eau. C'est important, que ce soit les mécaniciens, les contrôles qualité, l'assurance qualité. Même les opérateurs sont mis au courant de la façon dont l'eau et son réseau doivent être gérés. Si vous avez de la tuyauterie doit être maintenue dans de bons états avec des paramètres de contrôle assez stricts pour pouvoir gérer, maintenir, appréhender toute contamination ou alors pour pouvoir éliminer tout risque de contamination au niveau de notre réseau d'eau. Donc, cela est très important, cela doit être structuré, cela doit être mis sous forme de procédure aussi pour que les uns et les autres puissent se former, puissent le suivre de façon efficace. Alors, lorsqu'on met tout ça en place, au niveau de l'assurance qualité, notre rôle, c'est d'assurer une certaine traçabilité. Okay? Donc, l'assurance qualité va veiller à ce qu'il y ait une surveillance continue des éléments de qualité qui sont mis en place. On va permettre aussi de documenter tout ce qui se passe au niveau de notre système d'eau, depuis la source jusqu'à l'utilisation. Ça, c'est le rôle de l'assurance qualité, de veiller à cette traçabilité. On va aussi assurer la sécurité des produits finis. On va s'assurer que l'eau utilisée ne contamine pas les produits finis qui sont fabriqués. Donc ça, pour ça, il y a des analyses, des tests, des vérifications qui sont faites par l'assurance qualité pour garantir tout ça. C'est pas l'objet du jour aujourd'hui, donc je vais pas aller dans les détails. Donc, mais disons que sur le plan industriel ou alors sur le plan installation pharmaceutique, nous avons le système qualité qui peut contrôler les éléments et permettre à tout le système, le réseau, d'être fonctionnel et de continuer par livrer non seulement l'eau, aussi les produits pharmaceutiques dont on a besoin. Cela nous amène au 4e ou 5e volet qui est la réglementation pharmaceutique et les bonnes pratiques de fabrication liées à l'eau.
c'est important que l'eau soit dans les pharmacopées, ok? Enfin, c'est pas tout l'eau, hein. L'eau potable, c'est réglementé le pays ou la ville s'assure que c'est ça qui est livré dans les robinets. Ça, c'est bon. C'est une qualité qui a été définie par l'OMS partout et c'est accepté par tous les pays. Maintenant, au niveau de l'eau purifiée, ça, c'est une eau qui est dans la pharmacopée, que sur la pharmacopée européenne, la pharmacopée USP et USP pharmacopéen, ok? US pharmacopée. Donc, cette eau-là a une certaine caractéristique que nous devons suivre, okay, que nous devons maintenir en place. Si les caractéristiques ne sont pas rencontrées, l'eau n'est pas qualifiée, purifiée. Ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez traiter l'eau n'importe comment. Si ça ne rencontre pas les spécifications de l'USP ou de la pharmacopée, votre eau ne servira pas à être utilisée comme de l'eau purifiée. C'est ça, ça veut dire. Et aussi, l'eau pour injection, c'est pareil. Donc, ce sont des eaux qui font partie de la pharmacopée. Okay? Donc, les bonnes pratiques sont là pour veiller à ce qu'on adopte les bonnes façons de faire, qu'on ait une bonne gestion des systèmes d'eau, ainsi que on essaye d'anticiper sur les défis et puis sur les problèmes qui peuvent survenir sur notre réseau de distribution d'eau, tout simplement. Donc, c'est pour ça que dans les bonnes pratiques de fabrication du monde entier, on va avoir une partie qui est consacrée au système d'eau et puis à la maintenance, etc., etc. C'est normal, ça. OK? Donc, vous voyez qu'on revient toujours au principal source de réglementation dont nous disposons, donc que ce soit national ou international. L'EMA, c'est l'Agence européenne des médicaments. FDA, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis. PICS, c'est une organisation internationale. OK. Donc, il y a aussi ICH, là, on connaît très bien. Donc, leur rôle, c'est de maintenir une certaine réglementation, un certain niveau de qualité, donc, au niveau du système d'eau. Donc, que ce soit EMA, FDA, PICS, ils vont définir des normes rigoureuses, tout simplement pour assurer la qualité et puis la sécurité des produits pharmaceutiques, y compris l'eau. Donc, que ce soit l'eau pharmaceutique ou alors l'eau, je dirais en plus en détail, l'eau purifiée, l'eau pour injection, les directives vont insister sur la qualité de cette eau qu'on va utiliser en fabrication pour prévenir toute contamination des médicaments. Donc, vous savez très bien que le rôle de l'OMS et des autres agences de fabrication, c'est de veiller à ce que toute la fabrication soit faite sans contamination et que les gens ne soient pas malades parce qu'ils ont consommé tel médicament. Donc, il y a la gestion des systèmes qui y sont associés. Le système de purification dont on a en place. Donc, il faut que le système d'eau pharmaceutique garantisse, n'est-ce pas, la conformité et la sécurité donc, du produit fini qui sera fabriqué. Donc, c'est toute l'assurance qualité qui rentre en jeu ici, là, et les affaires réglementaires. Donc, l'assurance qualité va veiller, comme on l'a vu précédemment, à faire la lumière, à faire la traçabilité, surtout les circuits d'eau au niveau des réseaux, au niveau de la production, au niveau de l'utilisation aussi. Donc, c'est important de le souligner. Et par-delà, nous avons des exigences des BPF pour la gestion et la conformité des systèmes d'eau. OK? C'est normal parce que sans ça, on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas convenir de la traçabilité de la qualité de l'eau. Donc, tout ce qu'on fait pour les équipements de production, c'est-à-dire lorsqu'on rentre un équipement de production pour faire la fabrication pharmaceutique, on doit passer par la qualification, la validation, etc. La même chose est faite. Où ce tapis-là est déroulé aussi pour le système d'eau. Parce que après tout, ce sont des équipements qu'on rentre dans les usines. Ces équipements vont permettre à traiter l'eau pour avoir l'eau de qualité qu'on veut. Alors, les bonnes pratiques de fabrication ont mis sur pied les exigences des BPF indiquent que ce système-là doit être qualifié et que la validation doit être faite et que le système doit être conforme à la réglementation, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
ne pas qualifier ces éléments-là. Donc, la qualification garantit que les systèmes d'eau pharmaceutique répondent aux standards requis pour la production. Ça, c'est un. De deux, il va y avoir la validation et la conformité, et que la validation va assurer, n'est-ce pas, la conformité des installations d'eau aux normes BPF strictes pour la sécurité du produit. OK? Et enfin, il y a la maintenance et la surveillance continue dont on a parlé tantôt. Donc, tout est lié finalement. C'est pour ça qu'on dit le milieu pharmaceutique, c'est un milieu qui bouge beaucoup, qui est plein de ressources aussi, et on a plusieurs métiers qui sont dans ce secteur-là. Donc, normalement, si on a une industrie pharmaceutique quelque part en Afrique, ça peut entraîner beaucoup de monde à travailler. On va résorber tout le problème de chômage des jeunes, parce qu'on a besoin des mécaniciens, des entretiens, des mécaniciens, oui, des assurances qualité, contrôle qualité, des opérateurs. Tout ce monde-là seront amenés, et puis des techniciens, validation, qualification, des ingénieurs, tout le monde sont appelés à travailler là-dedans. Donc, c'est un domaine qui peut absorber beaucoup de gens, beaucoup de professionnels. Et aujourd'hui, on ne parlerait même pas de chômage en Afrique, vous voyez, étant donné que la population africaine est quand même énorme. Et Dieu seul sait que tous n'ont pas accès à des médicaments aujourd'hui, parce que c'est cher, c'est pas produit sur place, et voilà. Donc, c'est important de le noter pour conscientiser les gens. Alors, quelques défis de mise en conformité dans les zones à ressources limitées. Effectivement, tout ce que nous disons ici n'est pas sans difficulté, hein. Donc, il se peut que dans certains milieux, la difficulté soit énorme que par rapport à d'autres. Ce qui est sûr, il y a ce que nous appelons la contrainte liée à l'accès de cette eau-là. Donc, l'eau n'est pas disponible partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut s'adapter. L'accès limité à l'eau va compliquer la mise en conformité, donc dans les zones à ressources restreintes. Ça, c'est normal. S'il n'y a pas d'eau, pour souvenir à nos besoins, il y a encore moins d'eau à produire, donc à faire une production pharmaceutique. Et ça veut dire. Donc, il faut s'adapter. Ou on trouve d'autres moyens qui peut-être seront coûteux, mais bon, ça va permettre d'avoir quand même un minimum de production en place. Il y a les ressources techniques qui sont limitées. Est-ce que tout le monde, le manque de ressources techniques rend difficile l'application des normes réglementaires? Est-ce que nous avons ces ressources-là en place? Ça prend des humains, ça prend toute la technologie aussi. Les gens doivent être formés. Est-ce que les gens sont formés? Est-ce qu'ils ont une bonne formation? Oui, je ne dis pas que les gens ne sont pas formés en Afrique, mais est-ce qu'on a la bonne formation au niveau pharmaceutique pour faire l'affaire? C'est ça la question. Donc, il faut une formation adéquate. Ensuite, ça prend des ressources financières, évidemment. C'est le nerf de la guerre, des ressources financières. Donc, toutes les contraintes liées à cette ressource financière donc, va réduire notre capacité donc, à investir dans les solutions conformes et efficaces. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les gens vont avoir tendance à faire de leur mieux, ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qui est sûr, ce que je peux faire n'est pas nécessairement conforme à la loi, ou alors ne va pas entraîner une certaine qualité reconnue par les bonnes pratiques de fabrication. Donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, les solutions innovantes adaptées, évidemment. Il faut d'abord commencer pour pouvoir innover. Des fois, c'est un cultivant qu'on devient cultivateur, qu'on dit, bon, OK, j'ai telle difficulté, je peux innover. Mais si vous n'avez jamais commencé, et ça serait très difficile d'innover. Donc, il faut commencer des fois avant d'innover. Bon, il y a certains qui innovent sans commencer, c'est bien, mais dans notre industrie, il faut avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir innover aussi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre nécessairement. Donc, c'est important de l'absorber et puis de dire, OK, de mon niveau, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? D'abord, au niveau de la disponibilité de l'eau. Ensuite, au niveau de la disponibilité des technologies. En trois, au niveau de la disponibilité des ressources financières. Comment on peut faire?
Et après, bon, c'est quoi la solution innovante que je peux mettre en place? Donc, ce sont des éléments qui vont servir de réflexion de part et d'autre et que chacun dans son coin va mijoter et puis va voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun de son côté et aussi de façon individuelle et de façon collective. Donc, des fois, ça prend deux têtes qu'une seule pour pouvoir réfléchir sur les sujets. Et aussi, nous avons lancé un appel à nos gouvernants de veiller à ce qu'ils mettent en place des infrastructures adaptées pour les jeunes afin de pouvoir développer des entreprises parce que l'Afrique en a besoin. Et si nous voulons sortir donc de cette dépendance des pharmaceutiques ou des médicaments, donc il va falloir qu'on ait en place des infrastructures, soit de l'énergie, de l'eau, des routes, etc., nommez-les, pour pouvoir développer nos industries locales. Donc, ce sont les éléments que je voulais partager avec vous et on s'enligne tranquillement vers la conclusion, donc qui dit que ben, la gestion efficace, n'est-ce pas, des systèmes d'eau pharmaceutiques, évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais ce que je veux dire, dans les zones qui sont à ressources limitées, va exiger, n'est-ce pas, cette gestion efficace là va exiger une compréhension approfondie des ressources. Donc, un choix judicieux, de ce que nous appelons des technologies, une rigueur dans la gestion des risques et une bonne connaissance donc des réglementations pour assurer la qualité et la sécurité des produits. C'est important. Sans ça, on n'ira nulle part. OK? Donc, je répète, la gestion efficace des systèmes de pharmaceutiques en zone à ressources limitées exige une compréhension approfondie des ressources, un choix de technologies adaptées, une gestion des ressources rigoureuse et une connaissance des réglementations. Ces quatre éléments vont nous permettre de sortir du bois. Okay? Donc, il y va de tout le monde de s'associer, de prendre le temps de voir quels sont les tenants et les aboutissants de cela afin de sortir du bourbier. Sans ça, on ne pourra jamais développer notre industrie pharmaceutique parce que il ne suffit pas d'avoir des équipements, il ne suffit pas d'avoir des ingrédients actifs, il faut aussi de l'eau. L'eau, dit-on, c'est la vie. Et encore en pharmaceutique, c'est tout à fait vrai. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production pharmaceutique. Même si on travaille avec des équipements, des choses jetables, on a toujours besoin d'eau. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, l'importance de l'eau pour la production pharmaceutique dans nos environnements. Et c'est très important de le souligner parce que ça fait partie donc des ressources dont l'industrie pharmaceutique en a besoin. Donc, voilà, cela termine notre présentation live du jeudi qualité du jour. Et je vous remercie de nous avoir suivis, de rester avec nous jusqu'à la fin. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.